Bonjour à tous, chers collègues, mesdames, messieurs. On va parler un peu, une fois n'est pas coutume, d'histoire. D'histoire de la médecine et plus particulièrement, je ne sais pas vraiment pourquoi, d'histoire de la chirurgie. Il y a un grand auteur de science-fiction qui disait « Ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à en répéter les erreurs ». Ça se discute, mais j'ai la faiblesse de croire que cet homme a raison, et c'est la raison pour laquelle j'anime dans la faculté Paris-Descartes le diplôme d'université d'histoire de la médecine, dans lequel, bien sûr, les étudiants viennent pour faire en fond la substantifique moelle de l'histoire de la médecine. Sachez simplement qu'aujourd'hui, on ne fera pas de choses trop compliquées. Je vais vous raconter tout au plus quelques histoires. Quelques histoires de l'histoire. Et puisque nous parlons des chirurgiens, tout le monde sait ici que les chirurgiens au Moyen-Âge n'existaient pas, ni même avant. La tâche de manier la lancette, le bistouri, était dévolue aux barbiers. On va dire, mais pourquoi les barbiers? Ah oui, pourquoi les barbiers? Ça aurait été même peut-être les maréchaux ferrants, ou bien, je sais pas, les bouchers. Ah non, c'était les barbiers. Ben, pourquoi les barbiers? Eh bien, parce que les barbiers, au Moyen-Âge, sont les seuls à avoir des instruments qui coupent. Rien ne coupe au Moyen-Âge. On est incapable d'avoir quelque chose qui coupe. Une épée, ça coupe pas, ça vous en tranche la tête, certes, mais en force, pas en coupant. Non, les seuls qui ont des instruments que l'on repasse tous les jours, on repasse les rasoirs, les lancettes, ce sont les barbiers. Et donc, les barbiers sont bien entendu en charge d'un certain nombre de tâches. Pas d'opération chirurgicale au sens où nous l'entendons maintenant. Vous avez entendu mes collègues hier vous parler du cœur artificiel. On n'en est pas là, évidemment. On est dans le monde de la saignée. On saigne. Pourquoi saigne-t-on? Eh bien parce qu'on est dans le monde qui dérive d'Hippocrate. Le grand Hippocrate. Ça fait quand même 2000 ans qu'il a parlé, le bras d'Hippocrate, et ses conceptions de la médecine sont toujours omniprésentes. Et qu'est-ce qu'il disait, Hippocrate? D'abord, je vous le dis tout de suite, il ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il y avait à l'intérieur du corps. Hippocrate, c'est l'extérieur, c'est la pathologie externe. Et puis il disait à l'intérieur, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre 4 humeurs. Et ces 4 humeurs, il y a le sang. Alors ça, le sang, on connaît. Il y a la bile. Ah ben, la bile, on connaît aussi. Il y a la lymphe ou pituite. Ça, c'est un petit peu déjà moins clair pour beaucoup d'entre nous. Enfin, on sait ce que c'est que la lymphe ou la pituite. Et puis, il y a la mystérieuse, l'extraordinaire, l'atrabile. Tout souvent, vous connaissez la pièce de Molière, l'atrabilière amoureux qui a donné le misanthrope. L'atrabile, la bile noire, mélanose collée, qui a donné la mélancolie. Qu'est-ce que c'est que cette bile noire? Personne ne sait très bien. Mais en tout cas, Hippocrate est formel. Il faut, pour que la santé existe, que ces 4 humeurs soient en équilibre. Et quand elles ne sont pas en équilibre, eh bien, elles se chargent d'une sorte d'humeur particulière qu'on appelle l'humeur pécante. Pécante, c'est celle qui pêche, qui ne va pas, qui n'est pas bonne. Disait Molière, vous allez voir, le médecin malgré lui, il vous parle des humeurs pécantes. Et quand il y a des humeurs pécantes, il faut donc les éliminer. Il n'y a que 2 façons d'éliminer les humeurs pécantes, ce qui explique 2 millénaires d'actes médicaux. La saignée, on élimine le mauvais sang, donc les humeurs pécantes, et l'autre, bien entendu, le clystère. Parce que comment éliminer mieux ce qui est mauvais à l'intérieur du corps que de faire un bon lavement? Le roi Louis XIV lui-même a pu avoir plusieurs saignées dans la même journée, et jusqu'à 15 lavements pour lui maintenir une bonne santé. Parfois, il râlait quand même après ses médecins, en disant ouais, mais comment ça... Les lavements, ça allait, mais les saignées, il en avait marre. D'ailleurs, je vous racontais tout à l'heure une petite histoire sur le roi Louis XIV, et vous verrez que finalement, c'était un homme de grand courage, évidemment, de grande vision sur le plan politique, ça tout le monde le sait, mais qui a eu avec la médecine des rapports très particuliers. Donc, je reviens à mes barbiers. Les barbiers, donc, ils font des actes de médecine sous la houlette des gens en robe longue.
les docteurs. Les docteurs, ce sont des médecins. Et ces médecins, ils parlent le latin. Le barbier ne parle pas latin, il parle le latin. Et ces gens-là, ils dirigent l'acte du barbier en disant « Tu vas faire une saignée à monsieur machin parce qu'il en a besoin. » Alors la saignée, on coupait carrément les veines. Un bon coup, là, ça saignait, il y avait un petit pot, on récupérait le sang, c'était très bien. On se sentait beaucoup plus léger. Après, certains avaient les jambes un peu flageolantes. Ils faisaient aussi avec la même lancette les abcès de la marge anale, la barbe de celui qui venait après. Enfin, ils avaient des échoppes qui étaient bien... et tout ça, ça se passait finalement pas si mal. D'ailleurs, dans les échoppes de barbier, c'était un peu comme dans les salons de coiffure aujourd'hui. On racontait ce qui se passait dans la ville. Vous venez pourquoi je viens pour la barbe, vous venez pourquoi je viens pour la saignée. Bon, d'accord. Et c'était comme ça que ça se passait. Je vous parlais de Louis XIV. Vous allez voir qu'il va avoir un rôle fondamental dans cette histoire de chirurgien et de barbier. Pourquoi? Eh bien parce que Louis XIV, vous le savez tous, était un grand chasseur, de femmes certes, mais aussi de gibier. Tous les jours, il allait à la chasse. Et un jour, il va à la chasse dans la garenne du Pec. Le Pec, vous savez, c'était en dessous de Saint-Germain, là, c'était cette garenne qui est là où il faisait la chasse au renard, sus au goupil. Et puis, sur son cheval, il sent qu'il a à la fesse une petite douleur, là, il se tord, il n'est pas bien, il se sent pas bien. Il rentre de la chasse, il a de la fièvre, les médecins, son médecin s'appelait Fagon. Une fièvre carte s'installe, et dans la nuit, il ne va pas bien du tout. D'un seul coup, il se sent soulagé, et en même temps, il sent un liquide qui coule sous ses fesses. En fait, le roi a une fistule anale. Et cette fistule anale vient de se drainer, le pus vient de couler, alors il se sent guéri. Malheureusement, comme toujours dans une fistule anale, elle récidive. Il appelle ses médecins, le médecin-chef s'appelait Daquin, le sous-chef qui voulait devenir chef s'appelait Fagon, et il commence à lui donner des prescriptions. Et les prescriptions des docteurs, c'était très simple. Docteur, sire, vous mangez trop, c'était vrai, hein. Vous mangez trop vite, il mangeait comme un glouton. Ils lui disent pas la vérité, en fait, c'est que son hygiène corporelle était un petit peu douteuse. Il paraît que les puces sautaient le matin quand les valets faisaient le lit. Enfin bon, mais enfin bon, c'était l'air du temps. Vous savez, un vieux pays gaulois, il ne faut pas trop laver la peau, ça la ramollit et ça permet au miasme de pénétrer le corps. Donc ne nous lavons pas trop. On se parfume, c'est une façon de faire. Donc le roi appelle ses médecins, et ces médecins lui prescrivent un certain nombre de traitements. Fagon en particulier croyait beaucoup à la valeur des eaux thermales. Et donc il fait venir des eaux de Châteldon, nouvelle source qui venait d'être découverte, et on fait boire de l'eau au roi. C'était pas son truc l'eau au roi, mais enfin bon, il boit de l'eau, ça marche pas. Et en attendant, comme la fistule anale revenait, il fallait inciser de temps en temps pour drainer. Bon, c'est pas drôle quand même comme question, il n'y a pas d'anesthésie à l'époque quand même. Un coup de bistouri à cet endroit, c'était quand même pas beaucoup de bien. Donc le roi supporte. Et Fagon continue à lui donner. Alors cette fois-ci des pommades et des onguents. Enfin les choses durent toute l'année. Hein. Donc nous sommes en 1666 et ça dure toute l'année. Et le roi va de plus en plus mal. À tel point que dans les capitales du monde, de l'Europe, eh bien on commence à dire le roi va pas bien, il a une maladie grave, peut-être qu'il ne passera pas l'hiver, on peut commencer à préparer les armées pour envahir la France, et ainsi de suite. Louvois, qui est son ministre, dit « Sire, il faut absolument que vous guérissiez, c'est pas possible. » Et on décide, des choses incroyables, de faire venir le barbier chirurgien du roi. Donc il n'a pas été appelé jusque-là. Hein. Les médecins n'aiment pas. Hein. Qu'est-ce que vous apprenez? Ce barbier avait un nom prédestiné. Il s'appelait Félix. Félix le bienheureux, bien sûr. Il arrive, il examine le roi. Alors ça se passe devant la cour. Tout le monde est là. Le roi remonte son homme, baisse les choses, tout le monde regarde, tout le monde s'approche. Et Félix s'approche et il dit au roi discrètement, il dit, écoutez, sire, malheureusement, ça n'est pas un simple abcès, c'est quelque chose de plus grave, on ne s'en sortira pas si on ne fait pas
ce qui est dénommé habituellement l'opération cruciale. Ah, l'opération cruciale. Et il explique au roi et à Louvois en quoi ça consistait, en quoi ça consiste toujours aujourd'hui. Hein. Il faut retrouver le trajet de la fistule, donc on part de la fesse et on va dans le canal anal, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas habitués à la médecine, mais nous sommes dans un hôpital, donc avec une sonde, et une fois qu'on a trouvé le chemin, on met à plat l'ensemble de la fistule pour l'ouvrir complètement. Et on fait ensuite bourgeonner. Opération qui est un peu sérieuse quand même, parce qu'il faut couper le sphincter de l'anus quand même, c'est quelque chose d'assez rare, toujours sans anesthésie. Et Félix, qui était un homme assez modeste, vraisemblablement, on ne sait pas beaucoup de choses sur lui, mais tout ce qu'on en dit, c'est du bien. Alors c'est quand même rare quand on dit que du bien d'un homme. Donc on lui dit du bien. Il était assez modeste, dit, écoutez sire, je connais cette opération, mais il faudrait que je m'entraîne. Et le roi lui dit, mais Félix, mes galères te sont ouvertes. Tu peux t'entraîner comme tu veux. Félix, donc, s'entraîne. Il faut dire que cette maladie était assez couramment portée à l'époque. Donc il s'entraîne et l'opération a lieu quelques mois après. Elle se passe à Fontainebleau. Et en novembre. Et Félix fait bien mettre le roi les fesses bien en l'air vers la lumière. On n'a pas de cialytique à l'époque. Hein. Et on a fait venir 4 apothicaires assez musclés pour tenir le roi si jamais dans l'opération il venait à se débattre. Mais le roi était absolument parfait. Il a pris la main de Louvois. Il paraît que Louvois a beaucoup souffert en tout cas. Notre ami Félix a fait l'opération. Il avait fait faire pour l'occasion un bistouri spécial en argent que vous pouvez voir au musée d'histoire de la médecine à Paris. Il est toujours là le bistouri de Félix en argent. Ça coupe pas tellement bien l'argent. Mais enfin bon, pour le cul du roi, il fallait quand même un matériau un peu plus noble que la ferraille habituelle. Donc il a fait venir un bistouri spécial. Il l'a fait fabriquer. Et donc il fait l'opération. Je répète, le roi a été parfait, pas un cri, pas un mot. En tout cas, c'est ce qu'écrivent les secrétaires qui étaient quand même chargés de faire la relation de cet épisode. Et on savait qu'ils allaient être relus, alors peut-être qu'ils ont un peu enjolivé les choses. Enfin, peu importe. Le roi, cette opération, on lui fait des pansements. Et là, Félix a dans sa houlette, en quelque sorte, un secret. Il fait les pansements, mais au vin de Bourgogne. Donc, il fait le pansement au vin de Bourgogne. Et il dit, sire, le vin de Bourgogne, ça marche très très bien. Et ça va guérir. Il faut dire aussi un autre détail, c'est que Madame de Maintenon, qui était l'épouse morganatique du roi à l'époque, et qui était responsable, comme vous savez, des demoiselles de Saint-Cyr, avait dit, vu l'expérience épouvantable que va traverser mon époux et sire, eh bien, elle avait demandé à Lully de faire composer un hymne magnifique, qui allait pendant toute l'opération à distance, être chanté par les demoiselles de Saint-Cyr, et cet hymne s'appelait « Dieu sauve le roi ». Et dirigé par le lit, pendant l'opération, les demoiselles chantaient « Dieu sauve le roi, Dieu sauve le roi ». Et passons par là, parce qu'il est en exil, Jacques Stuart assiste au concert, en quelque sorte, et trouve ça très très beau, magnifique, magnifique. Il dit « Mais c'est formidable ça ». Et plus tard, il demande à Madame de Maintenon « Est-ce que je peux prendre cet hymne et le ramener, le rapporter avec moi en Angleterre ?» Bien sûr, vous pouvez le faire. Il l'a rapporté et c'est devenu l'hymne national anglais parce que cet hymne, ça s'appelle maintenant le God Save the King ou God Save the Queen. Autrement dit, tous les Anglais quand même chantent pour l'hymne national une chanson qui a été faite pour l'histoire du cul du roi. Et au passage, mais l'histoire est absolument historique. Donc revenons au roi. Le roi fait des pansements, c'est pas très marrant, mais enfin, l'après-midi même, il préside quand même le conseil. Et il est présent, assis en plus, alors que les autres sont debout. Pour le coup, c'est peut-être lui qui aurait voulu être debout et les autres assis, mais le protocole, c'est le protocole, le roi est assis, tout le monde est debout, et il préside le conseil. Et il guérit. Alors, il guérit. Les médecins n'étaient pas très contents du succès de Félix, ce barbier ignare, vraiment ils trouvaient ça incroyable qu'il ait attiré autant d'importance. Et le roi aimait bien Félix, parce que Félix était quelqu'un qui était finalement assez gentil, assez agréable, et tout le monde aimait bien parler avec lui. Puis il était modeste, ce qui n'était pas le cas des autres. Et donc il était très content, et le roi l'a anobli. Il est devenu Félix de Tassy.
lui a donné de l'argent, 150 000 livres, je pense que ça représentait à l'époque, mais ça représentait beaucoup d'argent. Et Félix, un jour, se trouvant avec le roi, lui dit, sire, j'ai une requête à vous faire. Comme il ne demandait jamais rien, le roi dit, bah, Félix, si tu as une requête à me faire, fais-la. Il dit, écoutez, sire, voilà, je voudrais parler au nom des gens de ma condition, les barbiers. Je pense qu'il serait bien que, si certains parmi nous apprenaient le latin, suivent les cours à la faculté, eh bien qu'on puisse devenir chirurgien, certes, mais chirurgien docteur. Le roi dit, intéressant, Félix, il réfléchit un petit peu, et il avait déjà compris que la faculté de médecine de Paris, avec son doyen irascible, il s'appelait Guy Patin, irascible le mec, détestait les chirurgiens barbiers, il les appelait les petits laquais bottés, les moustachus. Et donc, il dit, ça ne va pas le faire, ça. Et là, Louis XIV était quand même un fin politique, il dit, non, je ne vais pas faire comme ça. Et finalement, il dit, je vais faire la profession de barbier. Et il dit, voilà, maintenant, c'est très simple, je vais interdire à tous ceux qui font de la chirurgie de s'occuper des poils. Pas question de raser, pas question de... Autrement dit, je sépare définitivement en mettant en exergue la profession de barbier, mais ce faisant, il crée la profession de chirurgien. C'était ceux qui utilisaient la lancette, mais qui n'utilisaient pas leur talent au bénéfice des perruques, qui rapportaient beaucoup d'argent à l'époque, et de raser les barbes. Et donc, il a créé la profession de chirurgien, qui a été finalement mise en exergue seulement bien après, puisque c'est sous son successeur, Louis XV, que s'est créée l'Académie royale de chirurgie, qui a été le grand centre, véritablement, de l'instruction de la chirurgie en Europe, et tout le monde est venu s'instruire. C'est la Peyronie qui a été un des premiers présidents de cette société, et il avait créé le métier de chirurgien. Il ne s'était pas tellement trompé, il ne s'est pas trompé tellement dans une autre histoire, d'ailleurs, je fais une incise là quelque part, mais c'est au moment de l'affaire de la circulation sanguine. Vous avez entendu parler certainement de cette histoire. Un Anglais protestant, et surtout anglais, avait décidé que le sang, eh bien, n'était pas, comme le disait Galien, le sang qui naissait du foie, qui 2 fois par jour allait vers l'ensemble de l'organisme, mais qui, en permanence, était animé par un organe qui était considéré par Galien comme une chaudière, je vous dirai pourquoi dans un instant, et qui a décidé que ça circulait. Et c'était passé en France, mais tout le monde avait pris parti, tout le monde avait vraiment dit que c'était pas possible, que cet Anglais, en particulier Riolan, qui était le grand chirurgien français, avait dit cet Anglais dit que des conneries soient possibles, non, vraiment, la circulation n'existe pas. Et le conflit, alors Boileau avait pris la parole, La Fontaine avait pris la parole, Molière avait pris la parole. Il avait même fait une pièce, Le Malade imaginaire, où les Diafoirus représentaient ceux qui étaient contre la circulation, alors que Toinette, représentant le bon peuple, elle, finalement, représentait celle dont le bon sens allait dans celui d'Harvey. Il fallait prendre parti. Il fallait prendre parti. Et on va demander au roi Louis XIV ce qu'il en pense. Je pense que le bon roi Louis XIV n'avait pas une vision médicale suffisante réellement pour savoir si le sang circulait ou ne circulait pas. Mais il était conseillé par un des successeurs de Félix, et il décide, après toutes ces bagarres, nous, Louis le XIVe du nom, dans le royaume de France, décrétons qu'à partir de ce jour, en France, le sang circule. Point. Intervention du pouvoir politique de la médecine. C'est le premier, mais il y en a eu beaucoup d'autres après même, les gars. Donc, il prend parti, et il dit, je vais créer un jardin royal, où on enseignera toutes les nouvelles théories de la science, et en particulier la circulation du sang. Ce jardin, vous le connaissez, il s'appelle le Jardin des Plantes. Et il est toujours en plein centre de Paris, et c'est grâce à Louis XIV que nous l'avons. Je ferme la parenthèse sur Louis XIV et les chirurgiens, pour faire un petit bond dans le temps, et parler d'un certain nombre d'événements que vous connaissez tous, qui sont les relations bien spécifiques entre les chirurgiens et la guerre. Car pendant très longtemps, les chirurgiens,
qui sont devenus des chirurgiens maintenant, grâce au derrière de Louis XIV, eh bien, ils les accompagnent les campagnes en particulier, celles dont je vous avais parlé, les campagnes de l'empereur. Et une figure, bien entendu, magnifique, que tous les chirurgiens adorent, c'est celle de Larrey, Dominique Larrey. Très belle figure, si vous pouvez lire des choses sur Larrey, vous verrez, c'est un homme exceptionnel. Et je vais vous parler de plusieurs événements concernant Larrey. C'est qu'il était le chirurgien de la garde impériale. Et donc, il avait accompagné Bonaparte puis Napoléon tout au cours de sa carrière. Il était dans la première armée d'Italie, celle des va-nu-pieds, vous savez, qu'on est parti avec Masséna pour conquérir l'Italie, et où Bonaparte, qui est considéré comme le petit protégé de Barras, eh bien, on l'envoyait au casse-pipe. En fait, il a conquis toute l'Italie, comme vous le savez. Et Larrey était déjà là. Il a fait l'Égypte, il a fait toutes les campagnes, et je vous l'amène un soir à Eylau. Nous sommes en 1807, au mois de février, il fait -20. À Eylau, le jour de la bataille, il fait -20. Tout gèle. Ça a été une des plus grandes hécatombes des guerres napoléoniennes, et Dieu sait s'il y en a eu un certain nombre quand même. Ah. Et ce jour-là, Larrey et son ambulance ont quand même fait plus de 200 amputations. Car le seul traitement pour Larrey, il n'était pas tout à fait d'accord avec Percy, qui avait d'autres visions de la chirurgie, mais pour Larrey, il fallait amputer le plus vite possible pour éviter l'infection. Et un segment au-dessus de la plaie. Donc vous aviez une plaie au niveau de la jambe, il fallait amputer à la cuisse. On dit que Larrey faisait l'amputation en moins d'1 minute. J'ai fait beaucoup d'amputations dans ma vie, moins d'1 minute, quand même, c'est quand même très très fort. Et comment ça se passait, hein? Pas d'anesthésie. Alors le pauvre gars arrivait, le petit soldat, là, il avait 18-20 ans, on le mettait sur l'ambulance mobile, hein, on le mettait là, et puis il était tenu par les aides du chirurgien, on lui faisait boire un coup de gnôle quand même, on lui mettait un garrot à la racine de la cuisse, et on le laissait le plus longtemps possible parce que ça créait une petite insensibilité. Puis grosso modo, bah, mon gars, pense à ta mère, et on y va. Et on lui faisait tenir, si, détail important, on lui donnait sa pipe. On lui mettait, tu prends la pipe, tu la sers bien. C'était des pipes en bois avec des fûts en terre, hein, c'était la pipe du grognard, il avait la pipe dans la gueule, comme ça, tu sais, allez, on y va. Et là, il mettait le rétracteur, hop, si, hop, on mettait la jambe sur le tas de jambes qu'il y avait à côté. Ben oui, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, c'était comme ça se passait, et on disait presque au suivant. Et quand la pipe tombait, et que le fût se cassait, il avait cassé sa pipe. Il était mort. Et c'est là d'où vient l'expression. Il était mort. Et Larrey savait ça par cœur. Il disait, ouais, il est tombé, la pipe est cassée, bon, il est mort. Ceci étant, quand on regarde les résultats de ce traitement un peu terrible, ils ont quand même réussi, certes au prix de beaucoup de clopinants, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont réussi à sauver la vie d'énormément de gens pendant la campagne napoléonienne. Je reviendrai dessus dans un instant pour vous parler d'une histoire un peu plus drôle qui sera la fin de ma conférence, enfin, mais je reparlerai un petit peu de Napoléon, parce que Napoléon, vous savez, c'est comme le XIV, hein, c'est quand même des gens incontournables dans l'histoire de France. Donc je reviens à Larrey, et Larrey, d'ailleurs, puisqu'on parle de mots comme on connaît très bien, casser sa pipe, tout le monde dit ça tous les jours. Il y a une autre expression qui vient à peu près de la même époque, quand Larrey est revenu dans la vie civile, eh bien, il s'est retrouvé à les faire comme faisaient les chirurgiens de l'époque. Vous ne croyez pas que les chirurgiens de l'époque allaient à l'hôpital. Hein. À l'hôpital, on y allait pour ainsi dire, pas. L'hôpital, c'était les pauvres, les miséreux. Hein. Lui, il allait opérer les gens chez eux, l'après-midi, chez eux. Et il faisait des opérations, qu'on connaît très bien. Oh, il faisait des amputations du sein, il faisait toutes les opérations possibles. Et quand il arrivait chez les gens pour faire l'opération, il disait, ah non, je ne peux pas vous opérer dans votre lit, parce que les lits étaient des lits en plumes, et très mous, alors vous prenez le bistouri, ça s'enfonçait, vous n'avez pas. Il dit, je voudrais quelque chose de dur. Et qu'est-ce qu'il y avait comme plan dur dans l'hôpital d'un bourgeois du boulevard Saint-Germain de l'époque? Eh bien, c'était le billard. Et on mettait les gens sur le billard. Et vous savez tous, moi qu'on dit encore, allez,
je vais passer sur le billard. Ben ça vient de là, tout simplement. Hein. Alors, quand on me dit, oh, docteur, vous allez aujourd'hui l'opérer du vous pouvez passer sur le billard, je pense toujours à l'arrêt, à son billard du Faubourg Saint-Germain, mais c'était là d'où vient l'expression. Il est passé sur le billard. Ah oui. Donc, voilà pour... Et alors, vous allez me dire, quand on coupe chez un jeune la jambe telle que je viens de la décrire, eh bien, normalement, ça saigne. Parce qu'on coupe l'artère fémorale. Et l'artère fémorale, ça saigne très fort. Alors, pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est depuis la plus haute antiquité, comme on faisait une amputation, parce qu'on fait des amputations depuis toujours, eh bien, on pratiquait la cautérisation. Qu'est-ce que c'est que la cautérisation? Eh bien, grosso modo, vous commenciez, on peut se mettre, si vous voulez, en situation. Nous sommes à Danvilliers, au siège de Danvilliers. C'est une bataille qui se passe, reviens en arrière, hein. C'est une bataille qui se passe à la Renaissance. Le roi, c'est Henri II, et le chirurgien de l'armée, il a un nom, il s'appelle Ambroise Paré. Et le chirurgien, un barbier, lui, pour le coup, un barbier, c'est avant Louis XIV, c'est un barbier, il accompagne les troupes. Et jusqu'à présent, il faisait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au moment de l'amputation, alors il avait l'ambulance, comme toujours, et couru à un cheval. Ensuite, derrière, il y a une petite guitoune dans laquelle il y a tous les instruments des chirurgiens, et puis il y a les brûlots et les tisonniers. On fait brûler les tisonniers, et on commence l'amputation. Et au moment où l'amputation est faite, on prend les tisonniers brûlants et on cautérise la plaie. C'est-à-dire qu'on applique le fer rouge brûlant. Vous imaginez la douleur que ça devait représenter, hein, ça doit être vertigineux, pour cramer en quelque sorte les différents tissus, y compris les artères. C'était la technique la plus généralement utilisée. Et notre Ambroise Paré, dit-on, je crois qu'il y a un peu de légende derrière tout ça, mais enfin bon, dit-on, a dit, ça ne peut plus durer de faire ça, et au siège de Danvilliers, il devait amputer un aristocrate qui avait eu l'intelligence de mettre sa tante à portée de canon de l'époque, hein, c'était des canons à boulets, hein, du siège. Et il était en train de dormir dans sa guitoune, et d'un seul coup, il y a un canon qui a envoyé un boulet, là, le boulet lui a emporté la jambe. Il fallait l'amputer parce que, bon, il peut mettre sa tente ailleurs. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et donc, il est emmené à Ambroise voit les dégâts, et il dit, bah, je vais faire quelque chose de différent. Je vais aller sur l'artère, je vais mettre une pince, et cette fois-ci, je vais la ligaturer. Je vais faire une ligature. Mais avec quoi une ligature, Ambroise? Il n'y a pas de ficelle, hein. On est au XVIe siècle, on n'a pas la ficelle, on n'a pas de scotch, on n'a pas besoin de vis de passe. Hein. Et là, il prend la queue du cheval de l'ambulance, il enlève quelques poils, le cheval, bien sûr, il fait savoir que ça ne fait pas plaisir, et il fait, et c'est très bien décrit quand il note cette opération, il dit, et j'en mets deux, au cas où. Comme quoi, Ambroise Paré était un homme de prudence. Et il prend quoi? Du crin de cheval. Vous n'êtes pas étonné qu'aujourd'hui encore, on appelle les crins chirurgicaux, les flexocrins, tous ces termes de fils de chirurgie qui se terminent par crin. Bon, il n'y a plus de cheval maintenant, soyons clairs. Hein. Mais enfin, on a gardé dans nos habitudes l'idée qu'avait eu Ambroise Paré de lier avec le crin du cheval. Et vraisemblablement, l'arrêt faisait la même chose. Alors, je plains un petit peu les chevaux des ambulances de chirurgiens, parce qu'à la fin des campagnes, il leur avait manqué pas mal de crins la queue, mais enfin bon, c'est un détail que je n'ai pas pu étudier de près, il n'y a pas beaucoup de documents sur la question. Voilà. Alors, puisque nous sommes à Napoléon, je voudrais vous parler un petit peu de quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'économie de la santé. Eh bien, la France est le pays du monde qui a le plus de variqueux et de variqueuses. C'est-à-dire de gens qui ont cette maladie qu'on connaît, qui est la dilatation des veines, qui n'est pas toujours très jolie, qui rend les jambes un peu lourdes, qui donne parfois des œdèmes, surtout qui est très disgracieuse.
Les hommes s'en foutent parce qu'ils ont des poils d'une part et puis ils ont des pantalons, alors ça les gêne pas beaucoup, mais les dames, ça les gêne un peu plus quand même. Et alors on connaît cette maladie, tout le monde la connaît. Mais il y a un détail qui est quand même intéressant, c'est qu'en France, on a 5 à 6 fois plus de variqueux qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Angleterre, ou qu'aux États-Unis. Et quand les gens qui sont chargés de payer à la CPAM et de rembourser les soins, ils disent, enfin quand même, c'est incroyable le nombre de boîtes que l'on donne pour, dites phlébotoniques, c'est-à-dire pour améliorer la circulation veineuse. En France, c'est incroyable, ça nous coûte une fortune. Quand l'étude avait été faite, c'était en 99, ça coûtait plusieurs milliards de francs. C'est quand même pas rien. Et c'était un des 5 médicaments les plus prescrits en France. Les opérations, pareil, 300 à 350 000 opérations d'événage par an en France. Là qu'en France, on voit ça. Et on commence à se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi en France, on a tellement de variqueux? Donc, on pourrait imaginer un jeune médecin chargé de la politique de santé, à qui on fait faire une étude, et on lui dit, ben, enfin, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et le gars commence à chercher un peu. Il va voir le directeur de la CPAM, il dit, alors, vous avez trouvé pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi en France on a beaucoup plus de variqueux? Il dit, oui, monsieur le directeur, je sais pourquoi. Et pourquoi donc? Bien, écoutez, c'est la faute à Napoléon. Non, le coup, c'est la faute à Napoléon, on me l'a déjà fait. Non, c'est pas les choses sérieuses. C'est sûrement la faute à Napoléon. Je veux dire pourquoi. Napoléon, il a eu besoin de beaucoup d'hommes pour faire ses campagnes. Et il avait dit à ses officiers recruteurs, vous me prenez des hommes qui ont des bonnes jambes. Parce que moi, leurs jambes, c'est avec leurs jambes que je gagne la guerre. Il faut qu'ils puissent marcher d'un bout à l'autre de l'Europe. Il y a quand même des gars qui se sont tapés, comme le capitaine Coignet, il s'est quand même tapé de Madrid à Moscou à pied, quand même. C'est vrai, il fallait marcher. Donc, il me faut des jambes qui ont des bonnes jambes. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui a des bonnes jambes pour un sergent recruteur de 1802? Eh bien, en tout cas, c'est pas le mec qui arrive avec ses gros, à poil, bien sûr, au conseil de révision, avec ses grosses varices, celui-là, hop, au champ. Il retourne à la maison. Donc, il n'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 15 ans qui ont suivi? Il y a eu à peu près 1 million de morts ou disparus liés aux campagnes. Mais en France, en même temps, il y a eu 1 million de naissances. Qui a fait les bébés? Ben, les variqueux. Donc on assiste finalement à un biais génétique très vraisemblable. Car on le sait tous, les varices sont une maladie génétique. Et le collagène un peu déficient des gens qui ont des varices, eh bien il s'est transmis de grand-mère à fille à petite-fille, depuis le temps. Et ceci, et voilà pourquoi, comme disait Molière, votre fille est muette, et voilà pourquoi la plupart beaucoup de Françaises en tout cas, ont des varices qui doivent être traitées, soignées, prises en charge, et beaucoup plus que les autres. Donc vous voyez, Napoléon finalement a eu entre autres comme rôle celui de faire une sélection naturelle, mais il n'a pas tout à fait fini dans son rôle vis-à-vis de la médecine, pour une raison qui est aussi, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que à la Révolution française, on a décidé de supprimer les hôpitaux. On a dit, les hôpitaux, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de l'Ancien Régime et dans l'esprit des révolutionnaires, un hôpital, c'est là où on met les miséreux. Parfois, on met des prisonniers. Des miséreux. Et la maladie et la misère ne sont pas deux notions franchement séparées dans l'esprit de ces gens-là. Si bien que Saint-Just va prendre la parole à la Convention nationale en disant « Mais nous, avec ce que nous allons faire, nous les révolutionnaires, ce que nous allons faire, que nous allons améliorer tellement la condition des Français, eh bien, il n'y aura plus de miséreux. » Et il entendait « Il n'y a plus de malades. » Et donc nous pouvons supprimer les hôpitaux.
Et il s'est passé quelque chose de terrible, et en très peu de temps, en 4 ans. D'abord parce que Carnot avait déjà renvoyé toutes les bonnes sœurs, et il y avait que les bonnes sœurs qui étaient dans les hôpitaux pour des raisons religieuses. Il voulait tout qu'elles prêtent le serment révolutionnaire. On pensait bien que les bonnes sœurs n'ont pas prêté le serment révolutionnaire. Donc il n'y avait plus personne dans les hôpitaux déjà pour commencer. Comme il n'y avait plus personne, eh bien on a dit, les bâtiments des hôpitaux, on va les vendre comme biens nationaux. On les a vendus en assignat, qui coûtait rien du tout. Hein. Et il y a des gens qui ont acheté les hôpitaux. Et si bien qu'au moment du directoire et puis du consulat, il n'y a plus d'hôpitaux en France. Alors ça, Napoléon, il a tout de suite compris, enfin Bonaparte à l'époque, il a tout de suite compris que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc il fallait absolument mettre un peu d'ordre dans la maison, et il a tapé sur la table. Il faut des hôpitaux. Oui, mais c'était les congrégations religieuses, monsieur le Premier Consul, qui prenaient tout ça en charge, vous comprenez. Maintenant, il n'y a plus de religieux, donc il n'y a plus d'hôpitaux. Eh bien, ça va être les maires. Je veux que dans toutes les villes extrêmement importantes, le maire soit responsable d'un établissement hospitalier pour accueillir les malades. Bingo. Il a tapé sur la table. Les maires sont toujours aujourd'hui responsables des hôpitaux de leur ville et participent au conseil de surveillance de tous ces hôpitaux. Et puis on lui dit, mais vous savez, alors c'est un peu plus tard, non, il est toujours Premier Consul. Vous savez, monsieur le Premier Consul, dans les hôpitaux, il n'y a pas de docteur. Vous croyez pas, eux, ils vont soigner les gens, mais à domicile. Les pauvres, il y a un gars qui passe de temps en temps, un barbier ou un chirurgien qui passe pour faire les pansements, mais il n'y a pas de docteur, ils ne viennent pas dans les hôpitaux, vous savez, c'est des pauvres. Il dit, il faut des médecins dans les hôpitaux. Je dis, mais comment on va faire? Eh bien, on va créer des médecins, on va faire un concours, on aimait bien les concours, on va faire un concours où il y aura des médecins qui seront soit externes, soit internes, et les internes, ils seront là, nuit et jour, dans les hôpitaux, pour assurer la pérennité des soins. Et donc, Napoléon, en 1802, crée l'internat des hôpitaux. Et ce faisant, comme il fait un concours pour déterminer ceux qui seront internes et ceux qui ne le seront pas, eh bien, il révolutionne la médecine, il va attirer les médecins vers l'hôpital et il va créer une sorte d'élitisme, en quelque sorte, grâce à ce concours de l'internat qui fera de la médecine française une médecine de haut niveau dès la fin du XIXe siècle. Donc vous voyez comme quoi les décisions politiques peuvent encore avoir de l'influence sur l'évolution de la médecine. Et comme Bonaparte disait, puisqu'ils vont être dans les hôpitaux, il y en a un qui va être à l'Hôtel-Dieu, eh bien, c'est très très bien, je raconte ça surtout pour les médecins qui sont ici, puisqu'ils sont à l'Hôtel-Dieu, c'est parfait. L'interne de garde de l'Hôtel-Dieu, il aura la responsabilité, s'il y a quelqu'un d'important dans la ville de Paris, de se déplacer, on lui donne un cheval, il avait un cheval, au lieu de se déplacer pour aller le consulter à domicile. Donc il fallait pouvoir le prévenir quand il y avait une urgence dans Paris, l'interne de l'Hôtel-Dieu. Mais comment le prévenir? Il n'était pas question qu'un gendarme mette les pieds dans les nouvelles salles de garde. On avait dit pas d'uniforme. C'est toujours vrai. Pas d'uniforme dans les salles de garde des hôpitaux. Et comment savoir? Eh bien c'est pas compliqué. On fait venir un tambour dans la cour de l'Hôtel-Dieu, et le tambour tapait. Et il tapait un rythme qui était bien différent selon que le malade était dans le centre de Paris, c'est-à-dire grosso modo Lutèce à côté de l'Hôtel-Dieu. C'était une centrale. Quand il était dans le périmètre de la place Royale, c'était une royale. Ou bien s'il était en dehors, et ça s'appelait une périphérie. Tous ceux qui ont été dans une salle de garde ici, il y en a un certain nombre, ils ont tous tapé sur leur table avec leur couteau. L'économe disait, nous allons battre une périphérique. Et eh bien, il faisait exactement ce que faisait le tambour qui venait appeler l'interne de garde de l'Hôtel-Dieu pour se déplacer dans Paris. Donc, vous voyez, tout ceci pour vous dire que finalement, notre vie actuelle en général, mais la vie des médecins en particulier, elle est complètement déterminée par ce qui s'est passé dans le passé. Et que nous le savons, nous ne le savons pas, mais enfin, je crois que c'est mieux de le savoir, on peut très bien vivre sans le savoir, mais c'est assez amusant de le savoir et d'en profiter. C'était un petit peu le but de cette conférence, pour vous ouvrir un petit peu à des expressions que vous connaissez tous, et qui finalement remplissent notre vie de tous les jours. Voilà, je vous remercie de votre attention.